Oui, bonjour à tous. Je suis Romain Divozzo. Je m'occupe du Fab Lab Digiscope, donc qui est un Fab Lab qui se trouve sur le plateau de Saclay. Et je suis présent ici aujourd'hui avec Thomas, un peu au pied levé, mais c'est super d'être là, parce qu'on a commencé à travailler sur un programme qui s'appelle How to Grow Most Anything, qui est un programme en biologie synthétique qui est, disons, accueilli dans les Fab Labs, pour faire court. Alors le format de cette rencontre, ça va être une présentation pour resituer au sein du Fab Lab Festival la thématique, puis le témoignage de Thomas, suivi de quelques questions qui lui sont adressées, et puis un temps d'échange, peut-être de débat avec nous trois, et puis l'auditoire pourrait participer aussi. Donc pensez à des questions de débat. Donc les biolabs, donc Thomas va nous expliquer un peu toute cette mouvance. Donc je ne me suis pas présenté, Yann Martinet, je fais partie du Fab Lab Artilect, donc qui organise le Fab Festival et qui vous accueille ces jours-ci, ce week-end. Le Fab Lab d'Artilect, donc le premier Fab Lab français, a commencé à voir le jour. L'idée est apparue en 2009. Et en 2010, avec Nicolas Lassab, donc le président d'Artilect, nous avons commencé à nous poser la question d'introduire les thématiques de la biologie dans la construction du Fab Lab. Donc, on a appelé ça le projet BioFab Lab. Depuis, on appelle ça une section BioFab Lab, peu importe le vocabulaire. Et donc, finalement, dans l'ADN d'Artilect, il y a cette notion très importante de making, de fabrication et de connaissance, de découverte du vivant. Donc voilà. Donc le projet a commencé avec un projet personnel qui était le mien, de faire pousser des plantes in vitro. C'est-à-dire vous pouvez voir dans des tubes ou des bocaux en conditions aseptiques, stériles, en prenant quelques amas de cellules de végétaux, le végétal est capable de se reconstituer complètement. Et plus spécifiquement sur ce projet, c'était la culture d'orchidées à partir de graines d'orchidées. Donc c'est assez complexe, je ne veux pas rentrer dans le détail. Et pour faire ce projet, il y avait besoin d'un espace que nous avons créé sur 3 mètres carrés. Il y avait besoin de matériel, à savoir une hotte à flux laminaire, une hotte stérile pour éviter les contaminations de moisissures. Centrifugeuse, donc on avait pris avec les moyens du bord des filtres d'aspirateurs, des perceuses. Bon. Et petit à petit, en fait, le projet s'est monté comme ça, donc avec l'idée d'élargir cet espace à d'autres qui pouvaient avoir des idées, n'ayant pas forcément les compétences ou le matériel et l'espace pour réaliser leur projet. Et d'emblée, en fait, on a eu la volonté de ne pas axer sur une ligne directrice étroite les projets. On ne voulait pas que ce soit uniquement autour de la biologie. Et en fait, les projets suivants ont été autour des sciences du vivant, avec en particulier la venue d'Hugo qui souhaitait fabriquer des matériaux composites à partir de champignons. Depuis, le projet s'est beaucoup développé, avec Thiomi qui est en train de réaliser des kits de fabrication de jouets pour enfants à partir de champignons. On a eu aussi un beau projet sur l'aquaponie, qui est très en vogue en ce moment, donc avec un côté pédagogique sur l'économie circulaire. Nous avons également Diane qui a le projet, enfin depuis quelques années, qui travaille sur la culture de papier bactérien et qui, de la même façon, part sur la commercialisation d'un kit pour la fabrication maison de ce papier bactérien. Et à chaque fois qu'il y a eu ces projets, en fait, c'était une synergie, c'était pas une juxtaposition des gens, mais c'était vraiment une synergie entre les gens, sans forcément un prof. Enfin, on a des biologistes, on a des graphistes, on a des gens qui viennent de différents horizons.
Et même très récemment, en fait, dans Artilect, les sections, donc les thématiques ont émergé. On avait la thématique électronique, qui est un petit peu classique dans les Fab Labs, et des thématiques sur la musique, sur le design, sur le textile, sont en train d'émerger et même se sont bien développés. Et nous avons cristallisé nos énergies autour d'un projet sur la bioluminescence, dont vous pouvez voir le tunnel qui est donc juste à côté, avec vraiment un travail commun qui est dans l'esprit du Fab Lab, en tout cas tel qu'on le vit ici à Artilect, avec une coopération et un enrichissement mutuel. Donc vraiment, ce BioFab Lab est complètement indissociable d'Artilect. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit de faire une entité à part, spécifique sur la biologie et le vivant. Parce qu'il y a un enrichissement vraiment très important. Même la reconnaissance de cet apport dans l'association a été effectuée récemment sur une assemblée générale, une délégation. Alors on a vraiment une gestion collective et transversale des projets. On privilégie au maximum le consensus, on n'a pas de chef. Et on a proposé notre candidature au comité d'administration d'Artilect. Et donc on a eu un vote très majoritaire pour qu'une représentation de 4 personnes dans le comité d'administration puisse être présente. Voilà, donc une autre manière peut-être de penser les choses. À l'avenir, on a des projets qui sont en train de se développer, qu'on ne voit pas en photo, mais qui correspondent à un projet sur le biogaz, avec Pierre et son entreprise qu'il monte, le Picojoule. Des interactions également avec ce lieu le multiple et des jardins partagés. Donc vraiment des va-et-vient entre le BioFab Lab, Artilect, les différentes composantes du multiple. Donc ce projet vraiment commun avec beaucoup d'interactions entre les entreprises, les nouvelles technologies. Nous avons un projet d'impression de cellules avec en fait comme une imprimante à jet d'encre, sauf que l'encre est remplacée par des bactéries ou par des cellules. Et donc l'élaboration, alors il y a des projets sur l'élaboration d'organes. Il peut y avoir plein d'applications, même des applications artistiques avec les bactéries, comme on a pu voir sur le projet bioluminescence, où on peut écrire Artilect, faire des dessins, enfin bon, faire des choses de visuel qui peuvent parler à tout un chacun. On a une personne aussi, un ingénieur de l'INSA à Toulouse, qui souhaite faire de la bière, mais avec une approche vraiment chimique, avec du matériel de laboratoire, des fermenteurs, enfin vraiment des choses très spécifiques. Récemment aussi, nous avons fait l'acquisition de beaucoup de matériel justement professionnel, des dons de laboratoires pharmaceutiques, laboratoires universitaires. Et nous sommes en train de monter ce qu'on appelle un lab cube, donc vraiment un laboratoire qui aura différents objectifs de laboratoire analytique, biochimique, chimique, accueil de projets, peut-être plus professionnels, location d'espace. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de perspectives. Et encore une fois, complètement intégré et enrichi par le Fab Lab et tout ce que vous pouvez voir, toute cette communauté, ce maillage, ce réseau comme un web humain de par le monde. Donc je vais laisser maintenant la parole à Thomas, qui a une expérience dans les biolabs, et puis qui va nous exposer sa vision plus élargie sur les perspectives, la place de ces biolabs dans le monde. Et nous aurons après donc un temps d'échange entre nous trois, vous, et préparez vos questions à la fin de l'intervention de Thomas. Merci à toi. Merci Yann. Je fais juste une petite manip technique. Ça va prendre 30 secondes.
Peut-être en attendant, qui dans la salle a jamais entendu parler de biohacking ou de biofab lab? Ok, donc c'est... Oui? Je t'écoute. Ouais. Alors... Bon, ce qui arrive très rarement, c'est mon ordinateur vient de planter, je suis en train de le rallumer. Voilà. En attendant, ce que je peux vous dire, c'est... déjà, je suis extrêmement content d'être là. C'est mon premier Fab Lab Festival. Et je veux dire que je suis très impressionné en fait, par l'organisation de ce que vous avez fait avec Architect. Et je pense que ça rend vraiment honneur à tout l'écosystème Fab Lab français. Et c'est très important. Et il faut voir en fait, qu'ils le font en fait, avec beaucoup de force bénévole. Voilà, il faut leur rendre honneur. C'est très important. Alors, voilà. Vous allez voir, je vais vous introduire globalement qu'est-ce qui fait que l'approche en fait, du biohacking ou en tout cas de la réappropriation de cette biologie en dehors du milieu académique s'est produit. Voilà, il y a plusieurs raisons à ça. Et qu'est-ce que concrètement ça a donné? Voilà, quel type de laboratoire sont nés? Quel genre d'innovation? Pourquoi? Dans quelle direction? Quels sont un peu les grands enjeux? Et où est-ce qu'on va concrètement, quoi. C'est un peu une première, hein. C'est la première fois que mon ordinateur plante le jour d'une conférence. Vive la biologie, hein, à bas l'électronique. C'est quand même beaucoup plus sûr. Voilà. Voilà, ok, super. Alors dites-moi si ça fonctionne. Normalement, c'est branché. Ok. Super. C'est normal, c'est un écran noir. C'est parfait. Est-ce que ça apparaît? Non. Attendez, je vais faire une recopie d'écran. C'est peut-être ça. Là, ça fonctionne pas, par contre. Là, c'est en recopie, ouais. Non, en fait, on a fait un test il y a 10 minutes, ça marchait parfaitement. Bon, je vais... Thomas, si ça t'embête pas, à ce moment-là, le temps que ça se finit, je fais un bref speech. Ça te pose pas de problème comme ça? Au moins, après, je peux partir et tu auras tout le temps qu'il faut. Eh ben, vas-y, après toi. Je suis désolé, c'est pas que je veuille vous quitter, mais en gros, j'ai un avion juste après, donc du coup, ça va être un peu compliqué.
donc le temps que ça se règle. Donc je peux vous parler un peu du programme qui s'appelle How to Grow Almost Anything, qui est un programme d'éducation distribuée en biologie synthétique qui a d'abord été créé grâce à l'initiative de Jean-Michel Molenard, de David Kong et de George Church, qui est donc, dans son cas, un chercheur très reconnu dans le domaine de la biologie synthétique qui est au Wyss Institute de Harvard. Donc l'éducation distribuée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans votre Fab Lab quelque part dans le monde et que des personnes vous donnent un cours chaque semaine le mercredi en biologie ou en fabrication numérique. Il y a déjà un équivalent de la bioacadémie qui s'appelle la Fab Academy, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc ce programme est pilote, on l'a démarré en août. Alors moi je ne suis pas organisateur, sur ce programme j'étais étudiant. Donc j'ai suivi ce cours de août à janvier. Avec aucun background en biologie. Qu'on s'entende bien, j'ai arrêté la biologie en seconde, donc c'est très très lointain. Néanmoins, pendant quelques mois, j'ai suivi ce programme qui est appelé à se renouveler puisque l'appel à inscription est sorti il y a quelques semaines. Et donc il y a à peu près une quinzaine de Fab Labs qui vont le proposer et dans le monde entier, pas en France. En France, il y en a aussi. En l'occurrence, j'espère au moins 2. Et donc l'idée, c'est pendant 4 mois, on suit cette formation, c'est équivalent de 15 semaines. Ça veut dire 3 heures de conférence le mercredi. Et ensuite, on aura tout le reste de la semaine pour faire ses devoirs et produire la documentation qui correspond. Voilà, donc je vais m'arrêter maintenant, parce que là tu es prêt. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça s'appelle HTGAA. Merci à tous. C'était très court. Merci Thomas. Ok, petit test, écran noir. Yeah, et la lumière fut. Voilà. Donc, ce que vous avez devant vous, c'est pas n'importe quelle lumière. C'est pas une nouvelle technologie LED liquide. Non, en fait, c'est ce qu'on appelle de la bioluminescence, qui a été introduite entre autres par Yann. Et ce qui est intéressant, c'est pas la technologie en tant que telle. La bioluminescence, ça fait quand même pas mal de temps qu'on sait ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. En fait, ce qui est le plus impressionnant, c'est que les 2 personnes que vous avez derrière vous, enfin devant vous, pour le coup, derrière moi, c'est 2 étudiants. 2 étudiants qui ont une vingtaine d'années et qui ont participé à une compétition qui s'appelle iGEM, qui est une compétition de biologie synthétique. Et ces étudiants, en fait, on se manque que quelques mois pour prototyper des systèmes biologiques fonctionnels. Et ils ont réussi, en fait, en quelques mois, à fonctionnaliser, en fait, à transférer la bioluminescence qu'on trouve normalement plutôt chez les lucioles, etc., dans des bactéries directement. Il y a des bactéries qui sont naturellement bioluminescentes, mais ici, vous avez du Escherichia coli, c'est des bactéries que vous avez normalement en fait, dans votre estomac, ils ont génétiquement modifié. Et ce qui est intéressant, c'est que les bactéries ont un métabolisme extrêmement actif. Et donc, derrière, elles sont capables de produire beaucoup plus de lumière en fait, que feraient par exemple des insectes ou d'autres types ou des plantes tout simplement. Voilà, les glowing plants, ça sera forcément toujours moins lumineux que des glowing bacteria. Et là, en fait, c'est une image qui est à peine surexposée. Et donc, il y a des technologies en fait, qui permettent comme ça d'avoir un taux d'éclairage quand même relativement impressionnant. Donc, un autre exemple de comment la biologie a pu être utilisée, comment en ce moment, le message que j'ai envie de vous faire transmettre, c'est que la biologie aujourd'hui, elle devient de plus en plus simple à manipuler et à ingénierer. Et surtout, en fait, à se projeter en tant avec une intuition qui n'est pas seulement en fait, technologique ou scientifique, mais aussi basée sur l'usage. Donc, on se rapproche du design. Ici, vous avez, c'est une artiste qui a utilisé des bactéries génétiquement modifiées aussi. Ces bactéries, en fait, ont la propriété de reproduire le phénomène du daguerréotype. C'est-à-dire, en fait, faire une impression d'ombre. Donc les bactéries, lorsqu'elles ne sont pas exposées à la lumière, elles produisent un pigment noir. Et lorsqu'elles le sont, en fait, elles n'en produisent pas. Et donc il suffit de mettre un cache exposé à la lumière et vous avez comme ça, en fait, un positif, concrètement. Et c'est exactement le même principe. Et ce qui est intéressant, c'est que la définition de l'image est extrêmement élevée puisque chaque pixel, c'est la taille d'une bactérie et c'est un micron. Voilà. Ici, vous avez un autre exemple. C'est encore des étudiants qui ont participé à la compétition iGEM. C'était en 2005, ce projet. Donc ça remonte. Je fais de manière consciente, je vous montre des projets qui ont un certain nombre d'années. Comme quoi, en fait, c'est pas seulement maintenant que ça arrive. Ça fait maintenant pratiquement plus de 10 ans que cette révolution est en marche. Ici, vous avez un test de diagnostic pour la présence d'arsenic dans l'eau. Alors, l'arsenic, il faut savoir que c'est un
un polluant, pas seulement, mais c'est extrêmement toxique. Ça tue littéralement des milliers de gens en fait, chaque année. Et pourquoi? Parce que c'est présent dans l'eau, l'eau des puits, l'eau potable en fait, dans certaines régions du monde, en telle quantité en fait que boire en fait quelques litres de cette eau-là en fait suffit en fait à vous condamner. Et particulièrement en fait au Bangladesh, il y a la moitié des puits qui sont contaminés en fait par l'arsenic. Le truc c'est que vous pourriez en fait savoir si votre puits est contaminé ou pas. Le problème, c'est que la technologie pour détecter s'il y a de l'arsenic ou pas coûte extrêmement cher, ça fait appel à des technologies chimiques extrêmement lourdes, etc. Ça a la présence d'un technicien ou ingénieur sur place. La plupart des villages ne peuvent pas se le permettre. Et donc, une équipe d'étudiants qui étaient à Édimbourg en 2005 ont eu l'idée, est-ce qu'on ne peut pas utiliser la capacité des bactéries à sentir leur environnement, puisqu'elles sont si petites, elles doivent pouvoir sentir très précisément ce qui sont autour d'elles, et quelque part essayer de traduire en fait ce qu'elles sont capables de sentir en un message visuel que nous on est capable en tant qu'humains, donc beaucoup plus gros en fait que les bactéries, on soit capable de voir. Et ces étudiants ont fusionné en fait deux modules génétiques, deux fonctionnalités qu'on trouve chez les bactéries. Un, c'est la détection d'arsenic. Il y a des bactéries qui sont sensibles à l'arsenic. Ils ont été chercher ce module de sensitivité chez certaines bactéries. Et puis un autre qui est capable de faire changer l'acidité d'un milieu, de l'environnement en fait de la bactérie. Ces modules-là, ils ont été les chercher chez les bactéries lactiques. C'est les bactéries qui font le yaourt. Le yaourt est entre autres fabriqué par un changement de pH, d'acidité en fait du lait. Voilà. Et donc, en fusionnant ces deux-là, lorsque la bactérie détecte de l'arsenic, eh bien maintenant elle fait changer le pH, elle le rend plus acide. Et peut-être que ça va vous rappeler des cours de chimie quand vous étiez au lycée. Vous avez ces fameux indicateurs colorés. Vous étiez avec vos burettes et vous faisiez tomber des petites gouttes et vous attendiez qu'un liquide change de couleur. C'est pareil. Là, d'un seul coup, en fait, ils ont tuné le système pour que lorsque on est en dessous d'un certain seuil d'arsenic, c'est vert. Et lorsqu'on passe au-dessus d'un certain seuil d'arsenic, ça devient rouge. Parce que en fait, la bactérie a changé suffisamment le pH pour que l'indicateur coloré change de couleur. Alors pourquoi c'est intéressant? Vous pourriez dire, mais en fait, c'est un truc super high-tech, ça va coûter encore plus cher que la chimie qui existe déjà depuis en fait, 50 ans. Non, en fait, quand vous avez une bactérie, vous en avez des milliards. Donc c'est très simple en fait, à reproduire. Et surtout, en fait, ça peut se lyophiliser. Et en fait, c'est comme un système intelligent, intégré. C'est comme un microcomputer, en fait. Vous avez tout le système en fait, de logique qui est déjà à l'intérieur de la bactérie. Donc vous avez juste en fait, à les mettre dans l'eau, voilà, à mettre un peu d'indicateur coloré et attendre quelques heures en fait, de voir quelle couleur en fait, va être l'eau. Et c'est un test qui coûte maintenant $1 par échantillon, voilà, par test, ce qui est considérablement moins cher que ce qu'on pouvait faire précédemment, qui était de l'ordre de $1000, voilà, par test. Et cette vision du laboratoire que vous avez ici, en fait, elle appartient plus en fait au laboratoire académique. Et c'est cette transformation qui est intéressante, puisque la biologie devient matière en fait, devient aussi interface pour d'autres personnes que des chercheurs ou des ingénieurs. Et cette révolution, elle existe parce que on a eu déjà une révolution plus académique, qui est la biologie synthétique, qui a été en partie introduite par Romain, qui est une approche ingénierie du vivant. C'est-à-dire qu'on voit quelque part le vivant comme un kit, un truc un peu modulaire, où il y a des fonctionnalités. L'ADN est un langage universel, donc on peut très bien aller prendre quelque chose de la bactérie, quelque chose de la souris, quelque chose de la méduse, d'une plante, et en fait, finalement, les brancher ensemble, et ça va fonctionner. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, qui permet justement eh bien, d'aller s'inspirer de ce qui existe déjà dans la nature et de construire des choses nouvelles. Et alors, cette révolution, en fait, elle a commencé il y a maintenant 60 ans, à peu près. Je ne sais pas si vous reconnaissez ces deux personnages qui sont sur l'écran. C'est Watson et Crick. C'est les deux prix Nobel qui sont à l'origine de la découverte de la structure moléculaire de l'ADN. Avant ça, on ne savait pas à quoi ressemblait concrètement en fait, la structure chimique de l'ADN. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on savait que l'ADN était le support génétique de l'information, enfin de l'information génétique, on n'était pas capable en fait, de savoir comment la manipuler concrètement. À partir de ce moment-là, c'était possible. Et on est passé vraiment d'une époque, on va dire, d'observation, d'essai de compréhension, à une époque où on pouvait commencer en fait, presque à rentrer dans l'époque maker. C'est-à-dire qu'on était en mesure d'agir directement sur la molécule, de la modifier, etc. Et en l'espace de 60 ans, la biologie a fait littéralement des bonds de géants. Et pour vous donner en fait un exemple, vous avez ici l'évolution du prix de ce qu'on appelle le séquençage de l'ADN, donc particulièrement du génome de l'humain.
On est composé de 6 milliards de lettres, voilà, ce qu'on appelle des nucléotides, et qui font la taille, qui font quelques nanomètres. C'est tout petit. Donc vous imaginez en fait que les technologies nécessaires pour lire ce genre d'informations sont extrêmement complexes. Et donc en effet, ça a coûté extrêmement cher lorsqu'on a commencé à le faire, dans les années 70-80. Et le premier génome humain à être séquencé, c'était en l'an 2000. Ça a pris 15 ans, ça a coûté 3 milliards de dollars, et ça a nécessité des efforts conjoints de plusieurs centaines de chercheurs partout dans le monde. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait un tel intérêt, un tel engouement technologique. Au départ, en fait, on se disait, on peut se projeter d'ici 100 ans, peut-être que ça nous coûtera quelques centaines ou quelques milliers en fait, de dollars par génome. On ne s'attendait pas du tout en fait, à ce que la technologie aille si vite. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu des ruptures technologiques très fortes qui nous ont amenés en fait, à faire passer le prix du séquençage du génome humain, donc en 2001 déjà à 100 millions de dollars, qui avait déjà pas mal réduit, à en 2015, aujourd'hui, 2016, même à 1000 dollars. Aujourd'hui, le prix en fait en 2016, c'est 1000 dollars. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour vous juste comparer, on a la loi de Moore, qui est en fait très connue dans le milieu informatique, qui est juste à côté, qui est déjà exponentielle. Et vous pouvez voir, en fait, ça a été encore plus vite. En fait, c'est une exponentielle d'exponentielle, en quelque sorte. Voilà. Et pour vous donner, en fait, encore un peu le vertige, vous regardez juste entre 2007 et 2009, c'est 3 ordres de magnitude, en fait, qu'il y a eu de réduction, en seulement 2 ans. Enfin, c'est pratiquement unique un peu dans l'histoire. Voilà. Et en gros, on est passé de ça, qui est donc une pièce entièrement dédiée au séquençage génétique du génome. C'est extrêmement complexe, des machines qui ne sont pas forcément très robustes, qui font beaucoup d'erreurs, qui demandent beaucoup d'attention humaine, etc. Et ça prend des mois et des mois pour réaliser un travail, à ça. En l'espace de 15 ans, la technologie n'est pas seulement devenue plus simple, moins chère, plus petite, etc. C'est devenu une technologie, en fait, vraiment abordable pour un plus grand nombre de personnes. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ce n'est pas seulement une révolution technologique, c'est une révolution sociale. Puisque d'un seul coup, en fait, c'est un beaucoup plus grand nombre de personnes qui peuvent s'approprier ces technologies. Parce que, en fait, le niveau d'interface que vous avez, il est hyper simplifié. Et surtout, en fait, le coût fait que pratiquement une personne physique, sans être une organisation, en fait, peuvent se le permettre. Et ça fait beaucoup penser à ce qui s'est passé dans les années 70-80. Concrètement, avec les ordinateurs, à l'époque, les ordinateurs, c'est des énormes machines très complexes et très peu de personnes qui savaient manipuler en fait, l'informatique. Et à ce moment-là, au même moment, on enseignait en fait, la logique des ordinateurs, leur construction dans les universités pour former justement les futurs ingénieurs en fait, de l'industrie. Mais au même moment, le prix des composants électroniques avait baissé drastiquement aussi. Ce qui fait que c'était d'un seul coup possible pour des individus. Ici, vous avez 2 exemples notables avec Steve Jobs et Steve Wozniak, qui, en fait, dans leur garage, ont pu construire leur propre ordinateur. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne l'ont pas construit pour le modèle culturel de l'époque, pas pour des IBM et compagnie. Ils l'ont construit pour eux-mêmes. Ils avaient une vision. Ils ont pu, en fait, construire des objets, une technologie qui correspondait, en fait, à eux ce qu'ils s'imaginaient pouvoir faire avec l'informatique. Et à partir de là, en fait, c'est là où il y a une rupture. C'est que d'un seul coup, on permet en fait, à un beaucoup plus grand nombre de personnes de se projeter en fait, sur l'usage de la technologie. Et c'est comme ça en fait, qu'on a ce genre de rupture de service qui ont donné par la suite en fait, tout ce qu'on connaît, l'Internet, les réseaux sociaux, etc. Parce qu'on a multiplié considérablement le nombre d'ordinateurs sur la planète. Et alors, si au XXe siècle, on hackait les ordinateurs, au XXIe siècle, on hack la biologie. Et finalement, ce même mouvement est en train d'apparaître parce que le coût de la biologie a beaucoup diminué, c'est devenu en fait abordable, c'est devenu possible en fait pour des personnes, y compris des non-spécialistes, de se projeter sur l'utilisation de la biologie. Et ça, c'est fondamentalement modifiant en fait pour l'écosystème de l'innovation et de la recherche en général, parce qu'on est capable en fait de se projeter différemment sur la biologie. En fait, c'est pas uniquement quelque chose d'académique, c'est pas quelque chose uniquement dédié aux grandes pharma ou aux grands agronomes, etc. Non, on peut faire des choses différemment. On peut en fait imaginer des technologies ou des services ou des approches radicalement différentes, y compris exploratoires à l'interface de la biologie, du design, de l'art, etc. Et ce mouvement en fait est né il y a maintenant à peu près 7 ans. On l'a appelé le Do-it-yourself biology.
le biohacking ou la biologie de garage. Voilà, il y avait vraiment cet esprit de réappropriation. Et tous ces biologistes, un peu en rupture avec leur environnement traditionnel, finalement, et quand je dis biologiste, c'est entre guillemets un abus de langage, c'est vraiment en fait toutes les personnes qui souhaitent faire de la biologie. Il y a entre autres des biologistes professionnels, mais ces biologistes professionnels étaient en minorité, eh bien, se sont rassemblés en communauté et ont créé en fait, des espaces où ils pouvaient explorer en fait, librement en dehors en fait, d'un cadre totalement traditionnel, académique. Et c'est ce qu'on appelle des biohackerspaces. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est une carte des différents biohackerspaces. D'ailleurs, il faudrait que je la mette à jour, parce que maintenant, il y en a quelques-uns qui sont nés en Amérique du Sud. Ils sont principalement dans les pays occidentaux. Pourquoi ? Parce que ces biohackerspaces fonctionnent sur une ressource clé qui est en fait la récupération d'équipements scientifiques et de laboratoires gratuitement. Donc il faut déjà en fait qu'il y ait un écosystème qui soit riche en fait avec un turnover important, et ça en effet dans les pays développés déjà que les instituts professionnels ont du mal à récupérer des machines de seconde main. Voilà, donc c'est pas encore apparu en fait dans ces pays-là où malheureusement en fait ça serait probablement un des endroits les plus intéressants à développer ce genre d'approche. Mais on peut y revenir plus tard. Je vous montre cette courbe parce que pour moi elle est intéressante à plusieurs titres. Pourquoi en fait il y a un tel engouement ? On pourrait se dire c'est un engouement, ça paraît évident de la part en fait, d'artistes et designers qui sont totalement dans des démarches exploratoires et qui veulent en fait explorer de nouvelles interfaces, etc. Mais en fait ça concerne aussi la science dure. Ça concerne en fait vraiment la recherche scientifique. Pourquoi en fait on a également un engouement en fait de chercheurs et de professionnels à aller rejoindre ce genre de démarche. Moi-même, en fait, je suis dans ce cas-là. Je suis un ancien chercheur, je suis un chercheur à la retraite en quelque sorte. Ici, vous avez une distribution de l'âge en fait, en fonction des années. La répartition, en fait, l'âge moyen, quelque sorte de l'obtention pour un chercheur aux États-Unis d'une bourse qui lui permet de devenir chercheur indépendant. Voilà. À partir de ce moment-là, vous n'êtes plus postdoc, vous pouvez enfin avoir votre laboratoire et faire ce que vous voulez. Vous n'avez plus en fait un PI ou une hiérarchie qui vous oblige à faire un peu ce que le laboratoire vous demande de faire. Et alors, dans les années 80, l'âge moyen finalement, il est entre 35 et 40 ans, là, le pic en tout cas. On va dire que c'est correct. Voilà, vous avez fait quelques postdocs, on vous donne vous faites un petit parcours de chercheur associé et puis on vous donne un laboratoire vers 35-40 ans. Le problème, c'est que, comme vous pouvez voir, la tendance, en fait, elle n'est pas très positive puisque plus on va vers les années, et je n'ai pas des données après 2006, eh bien, l'âge moyen, eh bien, il est passé pratiquement à 45-50 ans. Et alors, ça, c'est une chose, mais il y a encore plus grave. Regardez, en fait, l'ère sous la courbe avant 30 ans. Ou même, en réalité, avant 35 ans. Alors qu'en 1980, il y avait quand même en fait, une part assez importante de personnes qui, avant l'âge de 35 ans, pouvaient espérer avoir ce genre de bourse. En 2006, c'est réduit à peau de chagrin. Ça veut dire en fait que les institutions étaient même plus capables de répondre à un besoin d'expression en fait, de très jeunes chercheurs. Et ça, c'est particulièrement choquant. Pour vous donner un point de comparaison, deux de nos scientifiques les plus célèbres dans l'humanité, Darwin et Einstein, ils ont fait leur principale découverte avant l'âge de 30 ans. Voilà, ça permet de peser un peu dans le débat. C'est que Darwin, par exemple, il est parti sur le Beagle, donc il a fait des explorations en fait, sur différentes îles, entre autres dans les Galapagos. Il a commencé à faire ça à 21 ans. Il n'a pas attendu. Einstein a publié ses premiers articles clés en fait, sur la relativité, entre autres, avant l'âge de 30 ans aussi. Et donc, aujourd'hui, si nos institutions ne sont pas capables en fait, de donner en fait, à des personnes qui sont peut-être un peu rupturistes, qui ont une pensée différente, des clés pour pouvoir s'exprimer, forcément, en fait, ces personnes-là vont essayer de s'orienter vers d'autres milieux qui sont capables, eux, de leur donner cette liberté. Et c'est un peu, en fait, par cette démarche et par cette frustration que j'ai décidé en fait, d'expérimenter moi-même sur ce que pourrait être un tel laboratoire ouvert et que j'ai appelé la Paillasse. La Paillasse est née il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Et lorsque on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup de ressources, on fait avec les moyens du bord. Et donc, avec des copains, on a monté ce laboratoire dans un squat artistique à Vitry-sur-Seine. Donc, pour le coup, c'était plutôt étonnant. On a monté un laboratoire de biotech entièrement équipé dans la cave d'un bâtiment désaffecté. Et on a reconstitué en fait un laboratoire entièrement équipé. Alors, ce qui était le plus choquant, c'est que en faisant que la récupération dans les poubelles de laboratoire, donc un laboratoire à 0 €, ce laboratoire en fait était même mieux équipé que mon propre laboratoire de thèse. Et ça c'est vraiment choquant. Et donc, en l'espace de 3 ans,
dans ce squat, eh bien, on a réussi à construire une communauté assez incroyable de personnes, puisqu'on a fait passer le message que n'importe qui pouvait venir. Alors d'abord, puisque c'est quand même un laboratoire de biotech, on s'est dit, on va d'abord avoir des gens qui sont sensibles à cet argument, c'est-à-dire plutôt des biologistes, voilà, parce que sinon ça va peut-être intimider en fait des personnes qui ne le sont pas. Ils vont dire qu'est-ce que je fais là, pourquoi je dois aller là. Et en fait, c'était tout le contraire. On s'est retrouvé en fait avec une énorme majorité de non-biologistes, c'est-à-dire profil plutôt ingénieur, artistique, designer, etc. Et donc on s'est retrouvé avec une multitude, en fait, une hyper interdisciplinarité dans cette communauté qui fait qu'on a l'impression qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, tout était possible parce qu'on avait toutes les compétences sur place. C'est un sentiment hyper positif. Et donc, on s'est lancé comme ça sur à peu près une quinzaine de projets en l'espace de 3 ans, assez incroyable, qui allaient vraiment des tests génétiques low cost à, par exemple, la construction d'un bioréacteur low cost pour manipuler justement en fait, la biosynthèse de biomasse, par exemple, qui a même été financé par la NASA. On a travaillé également avec Sony sur de l'électronique biodégradable. On a fait naître la première encre qu'on pouvait faire pousser soi-même. Directement en utilisant des bactéries. Voilà, ça a été en fait, on a travaillé sur différents types de matériel, d'équipements en fait, de laboratoire en low cost et en open source. Et donc, à un moment donné, au bout de ces 3 ans, moi en plus j'arrivais à la fin de ma thèse, s'est posé une question, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On a créé un espace de travail hyper productif, hyper créatif, qui concrètement en fait, en termes de productivité et d'intérêt, peut rivaliser en fait avec des laboratoires académiques. Voilà. Sauf qu'en fait, on a fait tout ça par la pure énergie, en fait, la volonté en fait d'agir pour le bien commun, d'amener en fait des technologies qui aideraient en fait à résoudre des problématiques concrètes, et ce pour 0 €. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça pourrait donner si on mettait ça à l'échelle? Donc, à partir de ce moment-là, le projet de l'APS est devenu un projet entrepreneurial, dans le sens on va essayer de construire un modèle économique pour d'ailleurs en fait, montrer qu'il est possible de se projeter dans l'avenir où ce n'est pas seulement des bénévoles qui vont agir, c'est potentiellement des professionnels et que ça peut vraiment devenir une alternative au système académique. Et alors, c'était donc il y a 2 ans, on était là, dans le sud de Vitry-sur-Seine, et grâce entre autres à la mairie de Paris, qui a bien reçu le projet, on est arrivé en plein centre de Paris. On est passé de ça à ça. Alors ça fait c'est un peu plus bobo, mais on va dire que c'est le prix de la démocratisation. Et pour nous, c'était très important d'être vraiment en centre-ville. Pourquoi? Parce que pour nous, le laboratoire, il se doit d'être au centre de la cité. Il y a une nécessité en fait d'aller à l'encontre en fait de la politique actuelle, qui est plutôt en fait d'excentrer les centres de recherche, d'enfermer les chercheurs entre eux, et de dire vous allez bien finir par trouver. Non, c'est à un moment donné, en fait, le laboratoire, pour nous, c'était une interface. Et si ça se veut une interface, eh bien, cette interface doit être la plus efficace possible. Donc, il faut que ce soit un lieu de passage. Il faut que c'est un lieu, en fait, d'échange. Et on ne peut pas mettre un tel lieu d'échange et d'interface à 1h30 de RER du centre-ville. Voilà. Donc, on est passé de 50 mètres carrés dans cette cave à 800 mètres carrés. C'était un saut un peu quantique. Donc c'était un vrai pari, et puis dans lequel on allait installer un laboratoire de biotech beaucoup plus grand, avec un espace de prototypage, un espace vraiment d'accueil, de coworking, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que, donc là ça vous donne un peu une vision, on a fait des travaux depuis, d'ailleurs j'ai pas updaté la présentation. Là ça vous donne une vision, il y a quelqu'un qui travaille dans le laboratoire de biologie, juste à côté en fait, on a une exposition en fait, Fashion Tech. On a des designers textiles en fait, qui ont exploré en fait, comment ils pouvaient mélanger textile, électronique, informatique et biologie, et qui présentaient ça. Voilà, c'est le genre d'atmosphère. Ici, c'est un des laboratoires qu'on a également, qui est spécialisé dans les drones, qui s'appelle le Flylab. Et très rapidement, avec l'augmentation de l'espace et par l'expérience qu'on avait accumulée, pour nous, ce qui semblait être clé, c'était la diversité. On allait donc en fait se battre pour qu'il y ait la plus grande diversité possible en fait dans cet espace, parce que justement, ce qui fait la richesse d'un tel espace, c'est les interfaces. Ces nouvelles interfaces. Pouvoir explorer en fait des choses nouvelles, parce qu'on a la liberté de le faire, contrairement à certains environnements plus traditionnels justement et académiques qui sont en fait prisonniers quelque part en fait des stratégies thématiques politiques. Donc à partir de là, on a commencé à accepter un grand nombre en fait, de projets qui n'étaient pas forcément tout de suite liés à la biologie, donc dans le textile, dans l'électronique, dans le hardware, dans
dans la méditation, etc. Et ça donnait en fait des choses vraiment intéressantes. Alors je vais pas tout vous montrer parce qu'on n'a pas forcément tout le temps. Je vous invite en fait à venir nous voir aussi à Paris. Pour vous montrer en fait que c'est une démarche qui maintenant commence à devenir mainstream. C'est ça qui est intéressant. Pour vous montrer un peu où est-ce qu'on va. Récemment, la ville de Paris a réalisé un concours qui s'appelle Réinventer.Paris et qui offrait comme ça des sites à des projets entrepreneuriaux et architecturaux innovants. Et donc on a déposé un dossier avec une agence d'architecture qui s'appelle XTU. Et en fait, sur les 400 dossiers, il y en avait 21 qui pouvaient gagner. On a gagné, donc quand même incroyable. Et on va donc en fait installer au sein d'un bâtiment qui va être totalement recouvert en fait par des façades un peu nouvelles qui contiennent en fait des bioréacteurs pour des algues. On va faire pousser des algues en fait dans les interstices des fenêtres. On va avoir une paillasse un peu géante qui va faire plus de 1000 m² au centre d'une résidence de jeunes chercheurs à côté du campus universitaire de Paris Diderot. Donc c'est intéressant de voir à quel point en fait, ces nouveaux formats commencent à être bien reçus et à intéresser aussi les institutions. Ils comprennent à quel point en fait, eux-mêmes en interne ils ont été incapables de réaliser ce genre de transformation et maintenant s'appuient en fait, sur une structure comme la nôtre. Un autre exemple en fait, d'interaction plus institutionnelle, la paillasse, on n'a pas voulu seulement démocratiser le laboratoire dans le sens où donner en fait, un accès le plus low cost possible justement un laboratoire entièrement équipé à des personnes qui souhaitaient s'exprimer, interagir voilà, et librement en fait, expérimenter. C'est également, en fait, il y a un enjeu sur comment on arrive en fait, à réunir ces personnes-là autour d'un même programme et les faire agir ensemble sur une même question. Donc c'est un programme scientifique concrètement. Et on a expérimenté, on a fait une preuve de concept un peu historique, puisque c'est la première fois en fait, qu'un tel programme a existé, entre un laboratoire communautaire comme la paillasse et une énorme pharma qui s'appelle Roche, qui est une des plus grosses industries pharmaceutiques au monde, dans laquelle on a travaillé ensemble dans un mode totalement ouvert, donc c'est full open, pour travailler sur le cancer. Imaginez, au lieu de prendre des ressources que vous donnez à des chercheurs et vous disiez allez travailler, on pense que vous avez peut-être trouvé des trucs, là on prend les mêmes ressources et on les donne en fait à qui veut. C'est totalement ouvert, n'importe qui peut participer. Et n'importe qui en fait, peut contribuer, collaborer en fait, à qui il veut dans la communauté. Et nous, en fait, on les accompagne. Et tout ce qui est produit, c'est comme Wikipédia. C'est totalement en fait, documenté en temps réel sur un wiki. Et derrière, avec une plateforme d'open data, etc. Donc là, c'est quelques données. Je ne vais pas forcément entrer dans les détails. Mais voilà, c'est le premier en fait, challenge du genre où on a une quinzaine de projets qui sont nés. On a réussi à mobiliser plus de 300 personnes juste sur la région Île-de-France. Sur un sujet aussi pointu que l'épidémiologie du cancer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à mobiliser pas seulement, on pourrait dire, des étudiants, non, c'est un tiers d'étudiants et beaucoup de professionnels. Et y compris en fait des professionnels qui ne sont pas forcément dans la santé, donc on a des astrophysiciens, on a des data scientists qui travaillent dans des banques par exemple, et qui sur leur temps libre en fait, vont venir aider l'analyse de données. En fait, on a réussi à montrer qu'il était possible de faire de la production scientifique de très grande qualité en s'appuyant face à une communauté en fait, de chercheurs non professionnels, qui avaient des compétences certes, mais parce qu'on leur fournissait en fait, un cadre idéal pour pouvoir le faire, d'animation, etc., avec les bonnes ressources, qu'on était capable de les amener en fait, à collaborer efficacement ensemble. Et ça, c'est transformateur, c'est-à-dire que c'est vraiment une projection plus distribuée de ce qu'on a commencé à faire avec la paillasse au niveau local sur un lieu, mais ici en fait, de manière totalement décentralisée et distribuée. Et c'est quelque chose qui est super scalable potentiellement. Donc, d'ailleurs, la deadline du challenge, c'était il y a 2 jours. Et donc, vous pouvez aller voir en fait, sur epidemium.cc ce que ça a donné. C'est très intéressant. Il y a des très très beaux projets. Alors, je ne sais pas en fait à quelle heure il est. Je vais prendre 5 minutes parce que je pense que c'est important pour vous parler un peu plus de biomatériaux rapidement. Parce que là, en fait, je vous ai présenté différentes approches on va dire plus de logistique, de mise en place en fait, comment on interagit avec la communauté, quel genre en fait, d'objectifs on peut avoir en, fait, en termes de production scientifique, pourquoi ça représente une alternative aussi au système académique. Mais concrètement, qu'est-ce qui a pu sortir en fait, de ce genre d'interface, de nouvelles interfaces? Et les biomatériaux en fait, sont un parfait exemple de ça, puisque pour faire un biomatériau, il faut à la fois avoir des compétences en biologie, en chimie, en ingénierie et en design. Là, c'est un exemple qui est plutôt connu. C'est un des exemples en fait, qui a vraiment été un porte-drapeau. C'est Suzanne Lee qui a montré qu'il était possible d'utiliser le kombucha
pour produire de la cellulose et en fait utiliser cette cellulose comme un matériau de base pour par exemple fabriquer des vêtements ou des objets. Donc alors, cette cellulose en fait c'est la couche que vous voyez. Le kombucha c'est une symbiose avec une bactérie et une levure qui est très utilisée en fait pour fabriquer des breuvages en fermentation. Peut-être que certains d'entre vous en fait connaissent comme breuvage, ça se vend beaucoup maintenant en fait de plus en plus en supermarché. Si vous vous posez la question, passez sur le stand du BioFab Lab. Alors, il s'en trouve qu'en effet, vous en avez des exemples. Voilà, c'est très bonne remarque, merci. Donc c'est très intéressant parce que c'est un matériau de base en fait qui est très abordable et avec lequel vous pouvez commencer à jouer. D'ailleurs, je pense d'ailleurs vous avez produit un kit, hein, c'est ça? Voilà, donc c'est encore mieux. Et donc là, elle a littéralement en fait transformé cette matière-là. Elle a montré qu'on pouvait faire pousser en fait ses propres vêtements, littéralement. Ici, vous avez un autre exemple, pareil aussi. Donc, il se trouve qu'il y a aussi une designer au BioFab Lab qui a expérimenté avec ce genre de matériaux. Ici, c'est une entreprise qui s'appelle Ecovative qui a montré qu'il était possible en fait de mettre à l'échelle l'utilisation du mycélium en tant que matériau de base pour faire par exemple de la construction ou de la protection en fait d'objets. Alors, est-ce que lorsque vous vous baladez en forêt, vous allez par exemple vous trouver, il y a des troncs d'arbres sur lesquels il y a des champignons parfois qui sont très durs. Ils sont vraiment très très denses. En fait, c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire que le champignon en fait est capable de former des structures extrêmement denses et lorsqu'ils sèchent en fait, sont très solides. Et c'est le même principe qu'ils ont utilisé, sauf qu'en fait ils contraignent les formes que en fait la croissance du champignon ici du mycélium va créer. Et c'est une entreprise en fait qui a exploré, donc aujourd'hui est capable de produire plein de choses différentes, des choses même un peu plus nettes que ça maintenant aujourd'hui, et vient même d'ailleurs de passer un partenariat avec Ikea pour justement fournir Ikea en alternative au polystyrène, pour protéger les bouteilles par exemple. Et ça c'est totalement biodégradable, c'est-à-dire que même si c'est stable à température ambiante, à l'air libre, etc., il suffit que vous l'enterriez dans le sol, et quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, c'est totalement parti. Hein. C'est totalement biologique et biodégradable. C'est ça qui est assez impressionnant. Là c'est un autre exemple que je trouve bien parce qu'il est provoquant. Et ça vous force en fait un peu à repositionner en fait votre vision sur ce qu'est l'agriculture, le vivant, etc. Ça, c'est du fromage qui a été produit, c'est du fromage végétarien. Alors c'est pas du lait de soja ou je ne sais quoi. Non, c'est vraiment en fait du lait avec les mêmes constituants que le lait de vache, mais en fait, au lieu d'être produit par la vache, ça a été produit par des levures. Donc c'est des levures qui ont été génétiquement modifiées pour aller justement produire exactement en fait les mêmes constituants qu'on trouve dans le lait de vache. Et donc on fait de la culture de levures, c'est avec comme vous pouvez voir un petit bioréacteur que vous avez là. Là vous avez une sorte de le lait, à quoi ressemble le lait qui est produit. Ça ressemble à du petit lait d'ailleurs. Et en le faisant fermenter, vous produisez du fromage. Et ça c'est intéressant parce que aujourd'hui en fait il y a une révolution beaucoup plus profonde en fait qu'on peut le penser, qui est une transformation de l'agriculture de manière générale, où on prend conscience aujourd'hui que l'agriculture est à l'origine principalement en fait des changements climatiques, avec l'élevage intensif par exemple, et qu'on a tout intérêt, au-delà même en fait de la maltraitance animale, à imaginer des alternatives. Et on voit en fait apparaître de plus en plus de technologies qui permettent justement de produire ces constituants différemment, en utilisant la fermentation, par exemple, ici, de bactéries, de levures, ou même en fait de faire pousser en bioréacteur de la viande. Vous avez peut-être entendu parler justement de ce hamburger qu'on avait fait pousser en bioréacteur. C'est un bioréacteur, c'est de la viande où c'est de la culture cellulaire, quoi, concrètement. Et c'est des choses qui sont viables. C'est-à-dire que d'ici seulement 1 ou 2 ans, au grand maximum, vous allez commencer à voir apparaître sur le marché des vrais produits qui sont produits de cette manière-là. Donc des alternatives pas seulement au lait ou à la viande, mais aussi à l'œuf. Ou à la gélatine, voilà, donc produire de la gélatine sans utiliser en fait les déchets en fait de la boucherie animale, c'est possible. Voilà, grâce justement en fait à ce genre d'approche. Et ça va, je pense, avoir un impact considérable, pas seulement sur la consommation humaine, mais aussi en fait sur notre environnement et donc le climat. Ici, c'est un autre exemple que je trouve très bien, parce qu'on ne touche pas forcément en fait à l'alimentaire, on touche en fait au matériau, mais un matériau en fait qui est plus considéré comme un ornement. Alors, est-ce que vous seriez capable de deviner ce que c'est? Une petite idée? Du sucre? Non. Alors, c'est pas du bois, non. C'est pas du chocolat, ça aurait pu, mais c'est pas du chocolat. C'est très très loin en fait de ce que vous avez commencé à dire.
Vous êtes très froid là. C'est une corne de rhinocéros. Mais ce n'est pas n'importe quelle corne de rhinocéros, puisque ce n'est pas une corne qui vient d'un rhinocéros. C'est une corne de rhinocéros qui a été fabriquée en fait, par des bactéries. Alors, comme vous le savez, les rhinocéros sont gravement en danger d'extinction parce qu'il y a un marché en fait, asiatique en pleine expansion qui en demande constante de poudre de cornes de rhinocéros pour ses effets a priori aphrodisiaques ou je ne sais quoi. Et cette poudre, eh bien, finalement, c'est de la kératine. C'est la même composition que les ongles. Eh bien, finalement, il y a des chercheurs qui ont eu la bonne idée de prendre le gène de la kératine du rhinocéros, de l'insérer en fait, dans les bactéries, de demander à ces bactéries de produire massivement cette kératine. Et à la fin, ils ont obtenu en fait, donc, cette pâte de kératine produite par des bactéries. Et ils ont utilisé une imprimante 3D pour imprimer en 3D des cornes de rhinocéros. Et ils vendent ça en fait, sur le marché asiatique, et beaucoup moins cher en fait, que les cornes de rhinocéros normales. Et comme ça, en fait, à la fois, il faut savoir que ça se vend 50 000 € le kilo, la poudre de rhinocéros, de cornes de rhinocéros. Donc c'est valable quoi, concrètement d'un homme commercial. Et donc en même temps ils sauvent les rhinocéros parce qu'en fait ils vont cracher le marché asiatique de poudre de cornes de rhinocéros. Donc je trouve que c'est une très belle invention. C'est une très belle start-up qui fait ça, qui s'appelle Pembient. Vous pouvez aller voir sur internet. Je vais vous donner un dernier exemple. Ça c'est une start-up que j'ai cofondée à La Paillasse, qui s'appelle Pili. Et on fabrique des colorants naturels sans utiliser des plantes et des animaux. Et donc l'enjeu c'est qu'il y a 99% des colorants aujourd'hui dans le monde qui sont d'origine pétrochimique et que l'alternative en fait, d'utiliser les plantes pour produire à nouveau en fait, ces colorants n'est pas viable. Pour vous donner un exemple très rapide, vous prenez juste l'indigo. Aujourd'hui la demande annuelle d'indigo c'est 80 000 tonnes dans le monde par an. Si vous deviez produire l'indigo comme on le faisait au 19e siècle en utilisant des arbustes, ça vous demanderait en fait une surface de culture plus grande que la surface totale de l'Allemagne. C'est pas viable. Donc pour ça, nous on utilise des micro-organismes justement pour produire ces colorants. Et donc ça donne comme ça des encres. Je t'interromps 2 secondes. Oui. Thomas est un passionné, donc ça peut. Voilà. Et donc j'ai terminé en fait. C'est ma conclusion. Merci. Aujourd'hui, en fait, vous connaissez tous la révolution du numérique, qui nous donne accès en fait à beaucoup d'informations, à partager en fait, à rentrer en contact avec n'importe qui sur la planète. Il y a vraiment une délocalisation physique possible. On a la révolution des makers, qui nous permet maintenant de se projeter sur le prototypage en fait, de pratiquement ce qu'on veut, d'agencer, d'imprimer en 3D. Mais en fait, il manquait tout ça une boucle suffisante, un troisième lien, qui permettait en fait, de rendre ce tout-là, d'amener le niveau d'autonomisation en fait, encore plus élevé et surtout en fait, d'interaction de manière circulaire et propre avec la planète, c'est le vivant. Et cette révolution, elle va principalement venir en effet eh bien, de lieux comme ces Fab Labs, puisque eux-mêmes en fait sont dans cette démarche. Et donc c'est eux-mêmes en fait qui vont se projeter avant tout sur ces nouveaux usages. Et donc vous êtes un peu les maîtres et les responsables de notre futur. Voilà, et je vous remercie. Merci Thomas.